Alors sur cette image, vous voyez une file d'hommes au milieu. Vous voyez la file d'hommes qui est là. Devant la file d'hommes, vous voyez un SS qui est ici. À côté du SS, vous voyez un déporté avec son petit bonnet, sa veste rayée. Et puis, le déporté en question, il parle hongrois, tandis que l'allemand ne parle pas. Par conséquent, le déporté reçoit des ordres du SS qui est à côté. Et l'ordre c'est que la file des hommes doit rester tranquille en attendant que ça se passe, quoi. Qu'ils ne sont pas encore en cours on n'est pas en train de s'en occuper encore. Tout à fait à droite, là-bas, vous voyez une autre pile de bagages, et puis à côté un autre camion, qui fait le même boulot que le premier. Et puis devant, ici, vous voyez la file des femmes. Vous remarquez que la file des femmes est 2 fois plus courte que la file des hommes. Eh bien, la raison est très simple, c'est qu'on a déjà sélectionné la moitié des femmes. Alors, une partie d'entre elles ont été envoyées au travail forcé, les autres ont été condamnées à mort. Celles qui étaient condamnées à mort, on leur a donné ordre de traverser les 2 voies ferrées ici. Et il y a un passage piéton là-dessus, qui existe toujours, qui est prévu pour que les gens puissent traverser les voies ferrées sans se casser la figure. Alors il y a un passage piéton qui est ici, et puis à l'autre bout il y a une maison que vous ne voyez pas, puis devant il y avait un SS, et le SS leur disait de se joindre à la file des gens qui sont ici. Bon, ben la file des gens que vous voyez en haut, c'est la file des condamnés à mort. Les gens marchent vers le bout du camp, et au bout du camp, on va les massacrer. Dans un moyen, avec des moyens industriels. Bon, alors le SS qui a fait ces photos, je ne sais pas pourquoi, il a arrêté un certain nombre de groupes de femmes et d'enfants, et il en a fait des photos. Alors je vais vous en montrer une de ces photos. Ne me demandez pas pourquoi ce type a fait ça, en tout cas il a fait ça. Alors là-dessus, vous voyez, il y a à gauche, il y a 2 femmes qui sont ici, l'une derrière l'autre. À droite, il y en a une autre qui est visiblement enceinte. Et puis il y a un certain nombre de gosses. Et comme vous voyez, les gosses, ils ont des étoiles jaunes sur le ventre, mais ils n'ont pas... Il y a tout à fait au bout de l'image, si j'arrivais à vous la montrer. Bon, je vais essayer de vous la montrer. Comme vous voyez, il y a une gosse qui est plus petite que les autres, là. Et celle-là, elle n'a pas d'étoile. Elle n'a pas d'étoile parce que l'étoile était obligatoire quand on avait plus de 6 ans seulement. Alors la gosse n'a pas de photo, n'a pas d'étoile. Et vous voyez ce groupe de personnes là, il a été arrêté par M. Hoffman, et puis quand il a eu fait sa photo, il leur dit continuez votre chemin. Ben, ils ont continué leur chemin, mais 1 heure plus tard, ils étaient tous morts. Les femmes comme les gosses. Bon alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que les Allemands avaient mis au point des processus industriels pour massacrer les gens. Le processus, c'est d'asphyxier les gens par les gaz. Et puis ensuite de ça, comme on a beaucoup de corps, on ne sait pas qu'en foutre, alors on les brûle. On les brûle dans des crématoires. Bon alors, en novembre 1944, quand les Russes sont rapprochés, les Allemands ont détruit à l'explosif tout l'ensemble des crématoires et des chambres à gaz d'Auschwitz. Ce qui fait qu'aujourd'hui, excusez-moi, il faut que je boive un petit peu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit juste des blocs de béton. Mais malheureusement pour eux, les Américains ont fait par le plus grand des hasards d'ailleurs des photos aériennes. Et ces photos aériennes, vous les avez, vous téléphonez à l'US Air Force et puis vous donnez votre numéro de carte bleue. Il y en a eu, on en a trouvé dans l'ensemble des photos qui ont été faites par les Américains sur l'Europe dans cette période-là. Il y en a des dizaines de milliers. On a trouvé 7 photos d'Auschwitz-Birkenau. Alors je vais vous en montrer une. Et vous allez voir tout de suite comment ça se passait. Alors vous voyez en haut, pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a marqué que c'est le camp d'extermination de Birkenau, et en dessous il y a la date où ces photos ont été faites. Et si je ne me trompe pas, c'est le 25 août 1944. Alors là-dessus, vous voyez les 2 voies ferrées que vous avez vues tout à l'heure. Et puis là, la troisième, entre les deux, il y avait le quai où on faisait la sélection. Et ici, vous voyez une enceinte de barbelés électrifiée, et derrière, vous voyez des blocs. Bon, ben, ces blocs que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le camp des femmes. Donc, si vous voyez là, que j'entoure avec mon crayon laser, s'il veut bien marcher jusque-là, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure au sol. Maintenant, tout à fait au bout, à droite, vous voyez autre chose. Vous voyez un autre camp, une autre enceinte de barbelés électrifiés.
Et au milieu de cette enceinte de bordel électrifié, vous voyez un bâtiment en forme de T qui est ici. Et dans la queue du T ici, vous voyez qu'il y a une grande cheminée dont l'ombre est en bas là. Parce que le soleil est là-bas en haut à gauche. Et puis ici, vous voyez un bâtiment demi-enterré qui est là. Et de l'autre côté, vous voyez un deuxième bâtiment demi-enterré. Bon, alors cet agrandissement-là, c'est pas facile à voir, mais je vais faire des agrandissements. Alors, vous allez voir beaucoup mieux ce qui se passe sur les agrandissements. Alors sur cet agrandissement, vous voyez toujours le bâtiment en forme de T. Et puis à gauche, vous voyez un bâtiment ici qui est demi-enterré parce que son ombre est beaucoup plus petite que celle du grand bâtiment. Puis un deuxième bâtiment perpendiculaire. Le premier, c'est la salle de déshabillage. Et le deuxième bâtiment, c'est la chambre à gaz. Bon, alors les gens marchaient le long de cette enceinte de bordel électrifié, la file des condamnés à mort. Là où j'ai marqué portail, il y avait un déporté qui parlait hongrois et qui leur disait « Mettez-vous en file indienne et réjouissez-vous, vous allez aller à la douche ». Alors les gens marchaient, ils passaient à côté de ce joli petit jardin où il y avait un massif de fleurs au milieu et ils les faisaient descendre dans ce bâtiment-là. Alors ce bâtiment-là, au bout, il y a un escalier qui existe toujours d'ailleurs. Et puis on descendait là-dedans et puis les gens, on leur donnait ordre de se déshabiller pour aller à la douche. Alors la plupart d'entre eux étaient ravis de se doucher, puis il y en avait quelques-uns qui avaient des doutes. Alors pour les tranquilliser et puis faire qu'ils fassent ce qu'on leur demandait, on leur expliquait qu'il fallait qu'ils retiennent le numéro des patères pour retrouver leurs vêtements quand ils sortiraient. En fait, ils allaient dans une salle de douche qui était en fait une chambre à gaz. Quand ils rentraient dans la salle de douche qui est au bout là, quand ils étaient tous rentrés, ils étaient debout, tout nus, etc. On fermait la porte, il y avait une porte étanche ici qu'on a retrouvée, d'ailleurs on en a retrouvé deux à Auschwitz-Birkenau. Quand il était là, il y avait un SS qui montait sur le toit de ce bâtiment. Et ces 4 points noirs, ces 4 tubes d'acier dans lesquels il versait le contenu de boîte de conserve, dans lesquels il y avait une cochonnerie qui s'appelle du Zyklon B. Et quand le Zyklon B est au contact de l'air et puis de la sueur sur le dos des gens, il dégage de l'acide cyanhydrique. Et l'acide cyanhydrique tuait tout le monde en 10 minutes. Bon alors, au bout d'un quart d'heure, il y avait un SS qui arrivait et il mettait en route une grande soufflerie électrique qu'on a retrouvée. On a retrouvé tous les plans dans la boîte qui a construit tout ça, qui s'appelle Topf et Fils. Et cette soufflerie était destinée à éliminer l'acide cyanhydrique par les tuyaux où on avait mis les cristaux sous pression, de telle façon qu'ils partent dans l'atmosphère suffisamment vite pour ne pas tuer tout le voisinage. Et quand ce petit boulot était fait, le SS faisait appel à des déportés pour vider la salle de la chambre à gaz. Bon, alors on ouvrait la porte étanche, et puis il y avait une équipe de déportés qui était forcée de faire ce travail-là, qui s'appelait le commando spécial, ou Sonderkommando. Le Sonderkommando était recruté, si on peut dire, sur le quai d'arrivée en fonction de leur forme physique. Ils faisaient le boulot dont je vais vous décrire tout de suite pendant 2 mois, éventuellement 3 mois, et au bout de 3 mois, ils étaient massacrés, pour qu'il n'y ait pas de traces. Alors le Sonderkommando tirait les cadavres de la chambre à gaz et il les collait au bout du bâtiment en forme de T à droite là-bas. Il y avait un monte-charge électrique dont on a retrouvé tous les plans dans la boîte qui a construit tout ça, qui s'appelle Topf et Fils. Et il les amenait au niveau où il y avait les entrées des fours crématoires. Bon, ben, les fours crématoires étaient dans ce bâtiment que vous voyez là. Il y avait 7 groupes de 3. Par conséquent, il y en avait 21. Et on enfilait là-dedans les bonnes gens qui étaient morts, y compris tout, enfin les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, tout ça, on les collait là-dedans, autant qu'on pouvait, on en mettait. Et quand les Allemands, quand il s'est agi de massacrer les Hongrois, ce système-là, il y en avait 4 exemplaires à Auschwitz-Birkenau, vous en voyez un là-haut, il y en a un deuxième ici, mais en fait il y en avait 2 autres que vous ne voyez pas sur les images. Et avec ces 4 systèmes, ils sont arrivés à liquider 100 000 à 200 000 personnes. Alors comme je vous l'ai expliqué, mon frère, mon père et moi, on a été envoyés du côté des gens qui étaient condamnés aux travaux forcés. Vous pouvez ramener la lumière, s'il vous plaît.
on a été envoyé du côté des travaux forcés, par conséquent on était vivants. Et on nous a expédiés dans un bâtiment où il y avait des déportés, on nous a fait déshabiller complètement, on nous a fait rentrer là-dedans, et puis on nous a tondu les cheveux, tondu les poils avec des tondeuses. Et comme ces déportés, c'était des gens du camp, on leur a tout de suite posé la question. On leur a dit, mais nous on était envoyés chez vous là, et puis vous nous rasez la tête et les pieds et tout, bon très bien, mais les autres qui ont été envoyés de l'autre côté. Il nous a dit, écoutez, les autres, ils sont déjà passés par la cheminée. Ce qui voulait dire qu'on les avait déjà tués et qu'on avait brûlé les corps. Eh bien, je dois vous dire que quand ils nous ont dit ça, on n'a pas pu le croire. On arrivait de France, et quand on arrivait d'un pays civilisé comme la France, on ne pouvait pas imaginer qu'en quelques heures, on avait déjà massacré presque tout le contenu de ce convoi et qu'on avait brûlé les corps, c'était inimaginable. On n'a pas pu le croire. Et puis la nuit est tombée, on nous a fait marcher sur la route pendant 5 ou 6 kilomètres pour arriver dans un autre camp, qui est un camp de travail forcé, qui s'appelle Bouna. Alors ce camp de Bouna, c'est un camp qui a été construit par des déportés à côté d'une usine de la IG Farben Industrie, qui est une usine d'industrie chimique allemande. Alors on est arrivé là-dedans, il y avait évidemment leur chien à nos trous, c'est ce que vous pouvez imaginer. Bon, enfin on est arrivé là-dedans, on nous a jetés sous une tente, puis le lendemain on nous a réveillés, et on nous a réveillés à coups de bâton. Alors là on a compris quelle était la vie quotidienne dans un camp de concentration. Et puis on nous a envoyés sous une douche. Et je dois vous dire qu'elle avait beau être froide, pour nous c'était un paradis parce qu'on était tellement crasseux qu'on a pu se décrasser. Et puis ensuite de ça, on nous a jeté par terre des vêtements rayés, des pyjamas rayés, des vestes rayées, etc., dans n'importe quel ordre de taille. Puis il a fallu se débrouiller pour s'habiller avec ça. Et puis ensuite de ça, on nous a fait mettre en file indienne. Et on nous a fait passer devant une table. Et derrière cette table, il y avait 2 déportés. Le premier déporté m'a lâché tout de suite en allemand. À partir de maintenant, tu t'appelles A16878. Ça veut dire 16.878. Et ensuite, je suis passé devant le deuxième bonhomme. Et le deuxième bonhomme, il avait un poinçon avec un oreiller noir. Et il m'a tatoué ça sur l'avant-bras gauche. Bon, alors c'était une humiliation absolument insupportable. C'est-à-dire qu'on a été traité comme les carcasses qui sortent des abattoirs. Quand on fait passer un bœuf dans un abattoir, on l'abat, puis ensuite, quand il est à l'état pour aller chez le boucher, on le marque de cette façon-là, avec un poinçon. On a été marqué de cette façon-là. Bon, alors j'ai ce numéro toujours sur mon avant-bras, et peut-être vous vous poserez le problème, enfin je ne sais pas si ça vous viendra, mais peut-être vous vous poserez le problème de savoir pourquoi diable j'ai encore ce numéro sur l'avant-bras gauche. D'autant plus qu'aux États-Unis, une quantité de survivants ont fait enlever ce numéro par chirurgie, parce que les gens considéraient que ça la foutait mal de garder ce truc sur son avant-bras. Bon, mais ici, les Français ne raisonnent pas de cette façon, et moi je garde mon numéro pour une raison précise, qui est la suivante. Je n'ai pas de raison d'en être ni fier ni honteux, bien entendu. On m'a imposé ce genre de choses. Mais ce numéro que je porte sur mon avant-bras, c'est une accusation contre les gens qui me l'ont mis sur le bras. Vous comprenez? Donc quand les gens me demandent qu'est-ce que c'est que ce truc-là, je leur dis c'est un truc que les SS m'ont foutu sur le bras parce que j'ai été déporté à Auschwitz, parce que j'avais des grands-parents de religion juive. Ben, les gens, ils en pensent ce qu'ils veulent, mais en tout cas, les gens qui me l'ont collé sur le bras, ils sont accusés par ce genre de choses. Alors je vais vous montrer une image de ça. Merci, je crois que c'est la dernière fois que vous avez à éteindre. Merci. Bon, alors elle est à l'envers. Je vais vous mettre à l'endroit. Bon, bah ça c'est le numéro que j'ai sur mon avant-bras. Vous voyez, c'est A16878. Et quand on a été tatoué comme ça, eh bien, on a été répartis en équipe de travail, etc. Et mon frère et moi, et mon père, on s'est perdu de vue, on ne s'est plus jamais revu que par le plus grand des hasards. Parce que dans le camp, il y avait de 10 à 15 000 bons hommes. Et par conséquent, on ne pouvait pas penser qu'on allait retrouver un tel ou un tel facilement. Bon, alors il a fallu, dans cet endroit-là, il a fallu qu'on apprenne à vivre dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. C'était un monde d'une brutalité absolument incroyable, où il n'y avait plus aucune valeur morale. Il y avait des tas de gens qui avaient droit de vie et de mort sur nous.
Un type, il arrivait, il décidait de tuer un juif qui était là, il lui foutait un instrument sur la tête, ou il le mettait par terre, il écrasait la gorge avec un manche à balai, enfin tout était bon. On n'était plus des numéros, on recevait des ordres dans une langue qui était inconnue de la plupart d'entre nous, sauf ceux qui parlaient yiddish. Et comme moi je ne parlais pas yiddish, il a fallu que je me débrouille pour apprendre l'allemand des camps à partir de l'anglais. Sinon je serais mort. Parce que quand on recevait un ordre en allemand et qu'on ne l'exécutait pas, personne n'envisageait que vous n'aviez pas compris. C'était évidemment un refus d'obéir, et par conséquent, on vous tuait sur place. Donc la connaissance de l'allemand était quelque chose d'absolument essentiel. Ensuite de ça, on n'avait plus de nom, on n'avait même pas droit à une cuillère pour éviter de laper la soupe dans une gamelle comme un chien le ferait. Et puis ensuite, on a découvert très vite que les gens crevaient de faim, que le niveau de nourriture était extrêmement bas, et on a constaté très vite, on a appris ce genre de choses. On a appris que quand vous êtes dans des conditions où les gens crèvent de faim, eh bien, il y a beaucoup d'entre eux qui sont prêts à n'importe quelle saloperie pour gagner un bout de pain. Ils sont prêts à se vendre pour avoir un bout de pain. Bon, alors, on était gardés par des SS. Les SS, on les voyait pratiquement jamais. Il y en avait un millier, en gros. Et puis, on était commandés par des chefs allemands. Alors, les Allemands en question, c'était des criminels allemands. Et ces gars-là, ils avaient été condamnés à des années de camp pour quelques crimes qu'ils avaient commis. Alors, ils étaient chefs des équipes de travail, on disait capots. Ils étaient chefs des blocs d'habitation, on disait chefs de bloc ou bloc Altester. Mais ces gars-là, ils avaient des positions extrêmement privilégiées, puisqu'ils étaient chefs. Ils étaient allemands ariens par-dessus le marché. Et en conséquence de quoi, ils voulaient garder cette situation. Pour garder cette situation, c'était très simple, ils faisaient du zèle. C'est-à-dire qu'ils en faisaient plus que les SS ne demandaient. Alors, par exemple, ils trafiquaient de tout. Ils volaient des dizaines des rations qui nous étaient attribuées pour s'en mettre plein le ventre. Et puis ils en recédaient une partie à un certain nombre d'esclaves ou de clients qui travaillaient pour eux. Et puis c'était donc, il y avait toute une espèce de hiérarchie comme ça, de bons hommes qui étaient des chefs, des sous-chefs et des sous-sous-chefs. D'autre part, ces gars-là, ils trafiquaient aussi avec les SS, parce que les SS, c'était pas des petits saints, hein. Ils trafiquaient aussi avec les biens qui avaient été trouvés dans les bagages. Et tout à fait en bas de cette hiérarchie, il y avait la lie de la terre, c'est-à-dire les Juifs. Alors ceux-là, ils étaient considérés comme moins que des rats ou des insectes nuisibles, et par conséquent, on en faisait ce qu'on voulait. Ensuite, on couchait dans des blocs que vous avez vus vaguement tout à l'heure, des blocs numérotés, des bâtiments en bois qui étaient des écuries ou des étables, et on y mettait des centaines de bons hommes, ou des centaines de femmes, enfin dans mon cas c'était des hommes, dans des chalets à 3 étages qui faisaient moins de 60 cm de large, et la plupart du temps on n'était même pas 2 là-dedans, on était souvent 3, et j'ai aperçu extrêmement vite qu'il y avait un bon nombre de déportés qui refusaient de se laver et qui par conséquent puaient. Mais on n'avait pas le choix. Alors la journée commençait à 4 ou 5 heures suivant la saison. Et là on était réveillés par des sbires, des chefs de bloc. Et ces gars-là, ils nous réveillaient évidemment à coups de bâton et avec des hurlements parce qu'ils voulaient montrer leurs ailes. Moyennant quoi ils allaient gagner un bout de pain ou une demi-ration de soupe. Et alors on nous réveillait, à ce moment-là on avait une demi-heure pour faire 3 choses. Premièrement, faire son lit au carré, c'est-à-dire tasser une paillasse de 3 cm d'épaisseur pour que les coins soient bien à angle droit. Bon, ça c'est de la persécution gratuite. Ensuite de ça, on avait le droit à se laver. Alors à l'extérieur, il y avait une gouttière avec des robinets au-dessus. Alors en été, il y avait de l'eau froide, en hiver, il n'y en avait pas du tout, parce qu'en Pologne, en hiver, il fait moins 20, moins 15. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'eau. On n'avait évidemment pas de savon, pas de serviette. Et ensuite, on avait le droit au petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, c'était un bol ou une gamelle de faux café. Et puis avec ça, on avait le droit à un bloc de pain. Alors le bloc de pain était gros comme ça, en gros. Et il était fait avec de la farine, mais aussi avec pas mal de sueur. La sueur, c'est de la poudre de bois. Alors la sueur, c'était très économique pour les SS, ça coûtait moins cher que la farine, mais évidemment la sueur n'a aucune valeur nutritive. Bon, ben voilà ce qu'on avait droit. Ce qui est important, c'est qu'on avait aussi 2 fois dans la journée, à midi et le soir, on avait droit à une soupe, dont je vous parlerai dans quelques minutes. Et ce que vous devez savoir et noter, c'est que tout ce liquide qu'on avait, le petit déjeuner, la soupe de midi, la soupe du soir, c'était les seuls liquides auxquels on avait droit parce qu'ils étaient bouillis. Or, l'eau du camp qui coulait dans les robinets n'était pas potable parce que le camp était construit sur un marais. Le résultat, c'est que pour faire de l'eau potable, il fallait bouillir tout. Et on bouillait évidemment l'eau du matin, du café, et l'eau de midi, l'eau du soir. Et si on buvait de l'eau d'un robinet quelconque, on était sûr de se farcir une diarrhée dont quelques-uns crevaient.
Bon alors, une fois qu'on avait été rapproprié, plus ou moins nourri, on allait sur la place d'appel, on était rangé toujours en rang par 5, on était compté. Alors dans le camp, il y avait entre 10 et 15 000 bonshommes. Le comptage durait des heures, des heures. Et le résultat, c'est que très vite, il y a des camarades qui tombaient morts debout comme ça, poum, parce qu'ils ne pouvaient pas rester des heures avec ce qu'ils avaient bouffé depuis quelque temps, en plein soleil ou sous la neige. Et donc tous les matins, il y avait des morts à l'appel. Et ils ont été comptés comme ça pendant un certain temps. Au bout d'un certain temps, le SS arrivait et vérifiait que le comptage était correct. Et on allait au boulot. On bossait toute la matinée. Ensuite, à midi, on nous amenait de la soupe dans une énorme marmite. Dans cette soupe, il y avait quelquefois des traces de légumes, quelquefois il n'y en avait pas du tout, donc on pensait que c'était plus ou moins que de la flotte ou du jus de légumes. L'après-midi, on retravaillait, et vous verrez tout à l'heure que j'ai travaillé au début de façon très dure. Et le soir, eh bien, on rentrait au boulot, on rentrait du boulot au camp, on marchait au pas, un rang par 5, et on charriait les morts de la journée. Parce qu'il y avait des tas de camarades qui étaient morts au travail. Donc il fallait ramener les cadavres pour que le soir, les SS puissent avoir un compte qui soit exactement le compte du matin. En plus de ça, alors le soir, on avait droit donc à un nouvel appel qui durait de nouveau des heures. Et pendant ces heures d'appel, il y avait encore des camarades épuisés qui tombaient morts debout comme ça, poum. Ensuite de ça, en plus, on avait droit quelquefois à une séance de punition publique. Alors les Allemands avaient arrêté, pour Dieu sait quelle raison, un type qui était accusé de quelques crimes dont on ne savait même pas de quoi il s'agissait. Ils avaient décidé de le tuer. Alors on le tuait par différents procédés, je vous mentionnerai seulement la pendaison. Je vous parlerai seulement d'un seul de ces gars-là que je n'oublierai jamais. C'est un gars, il était sur une caisse sur laquelle il y avait une trappe. Et la trappe était manœuvrée par un SS à 1 mètre avec une ficelle et une poignée. Et le gars avait la corde au cou et par conséquent il savait qu'il avait devant lui quelques secondes. Eh bien, devant les quelques secondes qui lui restaient, il a hurlé « Kameraden, ich bin die Letzte ». En français, ça veut dire « camarade » au pluriel, « je suis le dernier ». Ce qui voulait dire « je suis le dernier pendu parce que la victoire approche ». Et quand il vous reste quelques secondes à vivre, d'essayer de donner du courage aux autres qui vont vous survivre, pour moi c'est un héroïsme incroyable. Je ne peux pas arriver à imaginer d'être capable de faire une chose pareille. Et je ne connais pas le nom de ce gars-là, je ne connais pas sa nationalité, je ne connais rien. Mais pour moi c'est un héros avec un grand H, et je ne l'oublierai jamais. Le soir on avait droit au dîner, si on peut dire, une soupe vers 7 h. Et vers 8 h il fallait être couché. On était habillés avec ce pyjama que vous avez vu sur une ou deux des images. Au point de vue du boulot, eh bien, comme on était des nouveaux arrivés qui venaient d'un pays où on vivait quand même mieux que dans un camp de concentration, on nous a collés au boulot les plus durs. Alors c'est très simple, on nous a fait transporter des charges lourdes à dos d'homme, par exemple des sacs de ciment de 50 kg qui étaient déjà plus lourds que moi. On nous a fait transporter des traverses de chemin de fer de 80 kg à 2, et comme on n'avait déjà plus rien comme viande sur les épaules, figurez-vous qu'une masse de 40 kg par tête de pipe, ça fait drôlement mal. Et le pire de tout ça, c'est que les capots exigeaient qu'on court quand on faisait ce métier. Alors on courait avec un sac de ciment de 50 kg qui était plus lourd que nous, et c'est pour ça que le soir, on ramenait des morts. C'est qu'il y avait des tas de camarades qui ne pouvaient pas tenir le coup physiquement, à ce genre de choses. Les capots hurlaient sans arrêt, plus vite, et ces ordures, ils voulaient se faire valoir vis-à-vis du SS qui était dans les parages, et aussi vis-à-vis des contremaîtres allemands avec lesquels ils devaient négocier quelques récompenses. Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le camp, il y avait des morts partout. Il y avait des gars qui tombaient d'épuisement, il y avait des gars qui avaient été tués par un autre, il y avait des gars qui étaient malades et qu'on n'avait pas pu soigner, etc. Et un jour, j'étais en train de creuser un fossé, j'étais donc dans cette fameuse équipe de travail de force. Il y a un déporté qui m'a abordé. Il s'appelait Alfred. Et Alfred m'a dit, mais d'après le numéro que tu as sur ta veste, là, A16878, tu viens de France, donc tu sais ce que c'est que l'oppression nazie, qu'est-ce que tu as fait contre? Autrement dit, il m'a demandé si j'étais dans la résistance en France. Eh bien, je lui ai répondu avec une certaine fierté, ce que j'avais fait dans la résistance en France. Alors Alfred m'a dit, bon, très bien, ben, tu viens me voir ce soir à mon bloc numéro 18, ce que j'ai fait. Et le soir, à numéro 18, Alfred m'a raconté toute une série de choses sur le fonctionnement du camp, sur la structure sociale du camp, où étaient les salauds, où étaient les ordures, où étaient les gens avec lesquels on pouvait causer, etc.
Ensuite, il m'a dit, vous êtes passé à Birkenau, eh bien tu dois savoir qu'à Birkenau, on tue les gens par centaines de milliers et qu'on brûle leur corps. Et quand les coiffeurs m'avaient raconté ça, je ne l'avais pas cru. Et quand Alfred m'a raconté ça, je l'ai cru. Parce que d'abord, il était arrivé au camp 1 an avant moi. Et puis deuxièmement, quand le vent soufflait du mauvais côté, on sentait les odeurs de chair brûlée qui venaient de Birkenau. Donc il n'était pas question de douter. Et là, j'ai admis qu'est-ce qu'on m'avait dit auparavant. Et puis ensuite de ça, il m'a dit qu'il était communiste, et à cette époque-là, je l'étais aussi, et qu'il existait dans le camp une organisation de résistance antifasciste internationale. Et je dois vous dire que quand il m'a dit ça, je suis tombé des nues. Jamais j'avais pu penser que dans un endroit pareil, il y avait une organisation de résistance antifasciste. Eh bien, il y en avait une. Elle existait depuis 1933, quand les premiers antifascistes allemands ont été foutus dans les camps de concentration par M. Hitler. Et puis ensuite, ça s'était développé, c'était devenu international et ça avait acquis un certain pouvoir. Bon, alors par exemple, dans le camp où j'étais, il y avait beaucoup de déportés qui bossaient à l'usine, ça a été mon cas par la suite. Dans l'usine, il y avait des milliers d'ouvriers polonais. Les Allemands traitaient les Polonais en général de façon tellement sauvage et tellement brutale qu'il y avait de puissantes organisations de résistance en Pologne. Ces organisations de résistance avaient des liaisons radio-émetteurs-récepteurs avec les unes avec Londres, les autres avec Moscou. Et par conséquent, par ces organisations-là, on pouvait avoir des nouvelles de la guerre qui étaient fiables. Or, à cette époque-là, les nouvelles étaient bonnes, mais